Bienvenue dans Trouver sa voie, le podcast de tous ceux qui recherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours, je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu t'es déjà dit « J'ai un secret, je ne peux pas le partager ni à mes collègues ni à mes boss parce que les conséquences seraient dramatiques ». Est-ce que tu as déjà pensé « En entreprise, c'est juste impossible d'être soi-même ou impossible de dire la vérité ». Si ces questions-là te parlent, cette interview devrait t'apporter quelques éclairages. Mon invité au micro aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Monlahuc, qui est expert de la vérité en entreprise et auteur du livre « Se dire la vérité en entreprise ». Il nous partage son expérience et pas mal de conseils. Avant de commencer, moi je dois t'avouer quelque chose. Pas mal de gens me disent « Ah trop cool, j'aime bien ton podcast, c'était intéressant », mais personne me laisse de commentaires. Donc si tu veux m'aider, laisse-moi un commentaire, ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu de ce podcast. Maintenant, je crois que j'en ai déjà trop dit, je lui laisse la parole. Je m'appelle Jean-Jacques Monlahuc, j'ai 51 ans, j'ai 4 enfants, j'habite à Lyon. Je suis originaire de la Chartreuse, donc j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais enfant, beaucoup de ski de compétition. J'étais assez passionné de ski quand j'étais enfant. Et donc effectivement, je travaille sur ce sujet de la vérité de plusieurs manières. C'est qu'aujourd'hui, mon métier, c'est de proposer des événements aux entreprises pour libérer la relation à soi et aux autres par la vérité. Alors par exemple, ça peut être des conférences, des ateliers, des matinales, des séminaires aussi auprès d'équipes, de la formation, et puis des formats un peu originaux comme le théâtre. Voilà, des choses de ce type-là. Donc voilà, grosso modo, en gros, mon métier d'aujourd'hui. Toi, tu t'adresses à des professionnels, à des entreprises pour l'instant. Oui, ouais, je m'adresse aujourd'hui uniquement à des entreprises. Ouais. Alors, tu as écrit un livre, pardon. Entreprises ou organisations de tout type. Hein, tu vois, ça peut être des associations, ça peut être des fédérations de sport, ça peut être des écoles, ça peut être des clubs de sport, voilà. Tout type d'organisation. Et effectivement, j'ai écrit un livre sur le sujet en 2018 qui s'intitule « Se dire la vérité en entreprise ». C'est la première chose que j'ai commencé par faire, de lire ton livre il y a quelques mois. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'appeler. Ce que tu commences par raconter, si mes souvenirs sont bons, c'est comment tu en es venu, toi, à t'intéresser à ce sujet et être sensibilisé, en fait, à ce sujet de la vérité au travail et de la vérité tout court. Oui. Alors, il y a plusieurs, dans mon parcours de vie, il y a plusieurs étapes, mais je crois que le point de départ, ça a été ce qui s'est passé pour moi au collège, quand j'avais 14-15 ans et que je comprenais pas bien pourquoi une école pouvait empêcher certaines vérités, pouvait en valoriser d'autres, voire même pouvait valoriser des mensonges et des secrets. Et je comprenais pas bien comment je pouvais être collé pour avoir dit une vérité finalement que tout le monde connaissait très bien. Donc ça, je crois que ça a été le point de départ, que j'ai ensuite oublié puisque j'ai fait des études assez classiques, j'ai fait des maths, j'ai fait une maîtrise d'informatique et de gestion. Ensuite, je suis tombé dans l'entreprise et en fait, je pense que ce qui m'a aussi convaincu de travailler sur ce sujet-là, c'est aussi le rappel dans l'entreprise de processus que j'avais vécu dans l'école. J'ai un souvenir très précis dans les toutes premières années de ma vie professionnelle, des réunions avant la réunion. Vous voyez, des réunions après la réunion, ou comment on se congratule d'avoir menti à l'équipe d'à côté pour la manipuler. Et je me dis, mais c'est pas possible, je comprends pas. Nous sommes dans la même entreprise et on va se mettre d'accord ensemble sur comment est-ce qu'on va manipuler le service d'à côté. Comment est-ce qu'on dit qu'on dépense tant pour être sûr de garder le budget pour l'année suivante? Exactement. Les chiffres. Ouais, exactement. Beaucoup de jeux d'acteurs, jeux de pouvoir. Voilà. En parallèle, j'étais dans une grande recherche aussi identitaire, donc j'ai fait aussi un travail thérapeutique, tu vois, assez long. Je fais une psychanalyse de 5 ans, j'ai fait des travaux sur moi, en individuel, en groupe. Parce que je crois que j'étais vraiment à la recherche de réponses ou d'éclairage. Et finalement, je crois que tout ce chemin-là m'a remis sur ce sujet de la vérité. Et puis, ce dont je me souviens très bien, c'est que quand j'ai commencé à en parler à l'époque à mes clients ou aux entreprises avec qui je travaillais, tout de suite, ça a résonné. En disant effectivement, si dans notre équipe on se dit pas la vérité, ça va bloquer l'énergie, ça va nous empêcher de travailler de façon efficiente. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue en ce moment en entreprise, à tes yeux? Déjà, ce qui se joue pour moi et qui est très présent, moi j'ai 51 ans.
Quand j'ai commencé à bosser autour de 25 ans, en fait, c'était pas un sujet pour moi. La vérité, c'était pas un sujet. Enfin, c'était voilà, je faisais mon job, je doutais pas de ma hiérarchie, je me disais pas qu'on me cachait des choses. Enfin, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet, notamment chez les jeunes générations. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se joue énormément, c'est que c'est très compliqué pour une entreprise de fidéliser, d'embarquer les équipes, de mobiliser les collaborateurs et de favoriser l'engagement si on n'utilise pas un langage de vérité. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui, si tu veux, un peu à la fin des méthodes de management. Voilà, c'est-à-dire que on a eu différentes époques avec différentes modes de management. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que ce qui est le plus fort levier de motivation, c'est de pouvoir, entre guillemets, être soi au travail, avec des limites évidemment. Je dis pas qu'il faut tout dire de soi, mais de pouvoir être en cohérence entre ce qu'on fait et puis qui on est. C'est ça finalement qui crée aussi de l'engagement. Et ça, les employeurs, les entreprises en prennent conscience malgré elles, en gros, avec les générations qui montent. Ben ouais. Moi, en tout cas, les entreprises qui me font confiance et qui travaillent sur ce sujet-là sont des entreprises qui ont déjà cette finesse-là, tu vois. Mais avec certaines qui se disent, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on peut pas garder aujourd'hui des jeunes recrues, des jeunes talents, en les faisant rêver, en leur mentant, en les menant à la baguette. Tu vois, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça pose un vrai sujet sur le recrutement. Comment est-ce que l'entreprise, lorsqu'elle recrute, dit la vérité au collaborateur, et comment le collaborateur dit aussi la vérité à l'entreprise. Je crois qu'on a tout intérêt à être vrai dès le recrutement. Ce que tu nous partages, ça me rappelle un souvenir pas très ancien d'une étude de marché qu'on a menée sur la notion de sens au travail. On a interrogé une centaine de chefs d'entreprise de toute taille et une bonne partie des réponses, c'était de dire, en fait, nous, on serait prêt à vous payer, parce qu'évidemment, l'idée qu'on avait derrière la tête, c'était d'offrir un service. Et ce qui est ressorti, c'est que une grosse partie des répondants disaient, en fait, nous, on serait même prêt à vous payer pour comprendre comment on peut être si compliqué dans sa tête, pour se poser autant de questions et pour identifier les gens comme ça, pour surtout pas les recruter. J'étais très surpris de la réponse, Ah oui. mais ça m'a mis une vraie claque de dire, ah oui, mais en fait, toutes les entreprises n'ont pas encore forcément pris conscience de l'exigence des travailleurs de moins de 35, 40 ans, quoi. Oui, absolument. Ouais. Donc en t'écoutant, moi, j'entends qu'il y a un enjeu turnover, un enjeu recrutement. Ouais. Et tu vois, il y a par exemple sur ce sujet-là, il y a une pratique qui est assez courante, qui est de dire lorsqu'on recrute un collaborateur, on va pas lui dire la vérité sur notre passé, ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans, parce que bon, c'est déjà assez compliqué. Si en plus on lui dit qu'il y a eu, je sais pas quoi, qu'il y a eu un burn-out ou qu'il y a eu, on a perdu un gros budget ou des choses comme ça, tu vois, ça va l'inquiéter. Moi, je crois profondément le contraire. Je pense qu'un jeune qui arrive, il peut entendre ce genre de choses, mais ça va d'autant plus l'inquiéter lorsqu'il va l'apprendre dans un bruit, parce qu'il va forcément l'apprendre dans un bruit de couloir et il va se dire mince, mais pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi ils me l'ont pas dit? Pourquoi ils m'ont dit que ça allait bien, etc. Donc ça veut dire que si l'entreprise elle ment là-dessus, elle ment sur le reste, et donc la défiance commence à s'installer, etc. Puis dès que la défiance commence à s'installer, pour la récupérer, c'est pas facile. C'est vrai qu'on pense rarement à partager les périodes un peu plus sombres, les choses un peu plus négatives de la culture d'une entreprise, et pourtant elles font partie de la culture de l'entreprise aussi, quoi. Ouais. Et puis on sait bien aujourd'hui que toutes les entreprises, elles ont des hauts et des bas, elles chutent, elles se relèvent. Comme chacun de nous dans nos vies, on n'a pas des vies qui sont parfaites, on est forcément tombé, on s'est relevé, on a eu des couacs, on a appris de ça. Toi qui, du coup, accompagne des entreprises désireuses d'avoir un cadre de vérité, par où il faut démarrer selon toi? Pour qui? Selon qui? Pour le collaborateur? Pour l'entreprise. Là, on est côté entreprise. Par où on démarre déjà, c'est se poser la question, est-ce qu'une culture de la vérité, c'est une culture qu'on souhaite développer dans notre entreprise? Tu vois? Et en fait, une culture de la vérité, elle peut se déployer et elle peut fonctionner que si, on va dire, au niveau du top management, elle est vécue, elle est incarnée. Ok. Tu vois, ça c'est la première question. Sinon, on va avoir sans arrêt des contre-preuves au quotidien qui vont invalider le projet. Tu vois, je te donne un exemple. J'accompagne une entreprise avec un dirigeant, voilà, avec qui on a fait pendant 5 ans, on a fait un travail sur ses équipes, etc. Et vraiment cohérent, ça lui a pas demandé beaucoup de travail parce qu'il est porteur de ça. C'est un dirigeant qui fonctionne très bien, son entreprise marche très bien, et il croit vraiment à la proximité, tu vois, avec ses équipes, etc. On fait un travail ensemble et puis un jour, le lundi matin, il arrive dans les couloirs et puis deux assistantes qui parlent entre elles, elle le voit rarement parce qu'il va rarement dans ces couloirs-là. Et une des assistantes dit à l'autre,
Oh là, ce matin, je serais bien resté chez moi, j'avais pas à venir au boulot. Et elle le voit passer, elle se recule, qu'est-ce qu'elle lui dit? Évidemment, elle s'excuse. Oh monsieur, je suis désolé, vraiment, je voulais pas dire ça, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit spontanément? Il lui dit, mais est-ce que vous pensez que moi, tous les lundis matin, je vais venir au boulot? Moi, il y a des lundis matins, je reste très bien dans ma maison, etc. Tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que le soir même, toutes les assistantes de la boîte étaient au courant. C'est-à-dire elles sont téléphonées. Oh, monsieur machin, il a dit ça, tu vois. Donc, c'est pas, la vérité, c'est pas un jeu de rôle. C'est pas un costume qu'on se met, allez, aujourd'hui, je vais être en vérité. En fait, c'est vraiment une posture à laquelle il faut croire. Voilà. Et c'est un engagement très fort. C'est une très grande ambition. C'est très ambitieux pour un dirigeant et pour une équipe dirigeante d'investir sur la vérité. Parce que on va ouvrir, des choses vont se dire, des choses pas agréables vont être dites, des choses agréables aussi, mais parfois des choses pas très agréables. Mais si elles se disent pas, on va pas pouvoir mesurer là où vraiment on est attendu et donc la transformation se fera beaucoup moins. Ton exemple, quand on prend un peu de recul, paraît tellement désuet, mais en même temps tellement contemporain, hein. Bah oui. Mais c'est vrai que ça paraît un peu absurde aujourd'hui de dire oh pardon. C'est évident qu'aujourd'hui tout collaborateur a des hauts et des bas et que sur 10 collaborateurs, il y en a la moitié qui sont là parce qu'il faut bien bouffer et l'autre moitié qui sont là parce que Bah ça les oui. intéresse. Mais c'est vrai qu'on met encore pas mal de costumes. J'ai pas pris Ouais. conscience de ça. Ouais. Jusqu'où une entreprise peut mettre en place des processus de vérité? Sur quels aspects? Qu'est-ce qui peut être partagé et jusqu'où on peut aller dans le partage d'informations notamment? Alors, encore une fois, ça demande d'être porté par la direction générale. Le premier enjeu, c'est que la direction générale, les équipes puissent protéger les collaborateurs, tu vois. C'est-à-dire que si moi j'ai conscience que j'ai un risque à dire la vérité, je vais pas la dire. Ok, oui, donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut créer un climat de sécurité qui permet la vérité? Oui, et c'est pas du tout un vœu pieux. Tu vois, il y a quelques années, j'ai animé un espace de vérité comme ça entre un président et un directeur général. C'est-à-dire que le directeur général avait des choses très très dures à dire au président, tu vois, et il vient me trouver et il me dit mais moi je ne le ferai pas si je suis pas sûr qu'il m'arrive rien. Donc ils ont fait appel à un avocat. Il y a eu une lettre d'engagement comme quoi il allait rien lui arriver, il perdrait pas son poste, etc. Tu vois, ça a été les conditions qui ont fait que on a pu mener cet entretien. Personne n'a rien su. On s'est vu apparaître dans un hôtel. Tu vois, ils avaient besoin de se parler. On a passé une demi-journée, une matinée, je me rappelle très bien. Des choses très fortes ont été dites. Mais ce directeur général me disant, mais jamais j'ouvrirai ma bouche si mon poste est en jeu. Et ça, c'est très important parce que moi, je suis pas du tout sur une exigence de la vérité, une exigence de la transparence. Tu vois, parce que ce dont on se rend compte, c'est que plus le management il est exemplaire, plus il est protecteur, tu vois, et ben plus il va, sans rien faire du tout, autoriser la vérité et la générer. Oui, j'entends aussi que c'est une culture un peu transversale et on parle pas de sujets qui méritent d'être partagés ou pas, mais plutôt comment tu crées les conditions qui permettent à chacun de dire la vérité ou de partager son ressenti ou son vécu, C'est ça. quel qu'en soit le sujet dans l'absolu, quel qu'en soit le niveau dans la pyramide, quoi. Ouais. Dans des grands groupes, tu vois, parfois il y a un enjeu important. On se rend compte que dans des grands groupes, par exemple des managers d'un même niveau intermédiaire, ont plus d'informations entre eux que leur hiérarchie. Parce que leur hiérarchie, dès qu'ils remontent une information, ils se prennent un coup de bâton sur la tête, alors qu'entre eux, ils se partagent les infos. Et parfois, à un même niveau, dans des services différents, parce qu'ils ont créé un WhatsApp ensemble, ils ont créé un, tu vois. Et entre eux, ils ont plus d'informations que leur hiérarchie. Donc ça pose une vraie question quand même. Je trouve que c'est une posture, comme tu dis, qui peut être intrinsèquement risquée. Parce que tu peux avoir une boîte tout à fait ouverte, avec des échanges très fluides et un vrai respect. Mais je prends l'exemple d'un manager qui va enlever sa casquette de manager pour prendre celle du psychologue, en gros, et écouter quelqu'un qui va pas bien. Bah, il y a un moment, une fois qu'il a recueilli ses infos, il faut bien qu'il remette sa casquette. Et comment est-ce qu'il peut faire abstraction de ce qu'il a reçu comme info, alors qu'il a aussi une obligation managériale derrière? Et pareil pour un collaborateur dans l'autre sens, qui va oser dire quelque chose et qui va devoir vivre avec les conséquences de ce qu'il a osé dire, quoi. En fait, ce qui coince complètement le process de vérité, c'est ce que tu viens de dire. C'est le fait d'enlever sa casquette. Le fait de vouloir travailler en vérité, ça nous demande de pouvoir exister en dehors de notre rôle, tu vois, et pouvoir faire bouger un peu notre rôle. J'ai un exemple très concret comme ça de ce qui s'est passé par rapport à ce que tu viens de dire. Un président qui, à un moment donné, va voir une des collaboratrices, l'invite au café
en lui disant écoute, cette collaboratrice, elle voulait se mettre au prud'homme, elle voulait faire un procès à son DG. Il va au café avec elle et il lui dit écoute, voilà, c'est Jacques qui te parle, c'est pas le président, sens-toi libre, vas-y. Donc ça, pour moi, c'est la pire des erreurs. Ça, c'est à jamais faire. Ça, c'est la première étape pour créer des problèmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sent en sécurité. Elle lui dit tout ce qu'il a à dire. D'accord, des trucs absolument incroyables sur ce que fait le DG. Et lui, t'inquiète pas, ça reste entre nous. Bon, le rendez-vous se finit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé. Il a des informations de dysfonctionnement majeur du DG qui humilie ses équipes, qui fait vraiment du mal à ses équipes. Et il a cette personne qui, lui, n'en parle pas. Donc là, il a forcément un conflit d'intérêts. Et il m'appelle, il me dit, je me suis coincé tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc si j'essaie de recoller un peu les morceaux, même s'il n'y a pas de conseil tout fait, j'entends quand même dans ce que tu nous disais qu'il y a un climat de sécurité qui est indispensable Oui. à l'expression et à l'écoute, et qu'il y a l'erreur un peu classique d'enlever sa casquette parce qu'on devra bien la mettre, qui est un piège. Oui. Pourtant, c'est ce qu'on a tous envie de faire. Dire, attends, c'est pas le collègue, c'est pas le manager, c'est l'ami qui t'écoute, mais... Mais on est toujours tout ça en même temps, tu vois. On est toujours à la fois, c'est à la fois moi Jean-Jacques qui parle aujourd'hui, c'est à la fois le consultant, c'est à la fois, tu vois, le père de famille, c'est moi tout entier. Donc c'est vrai que ce que ça demande, tu m'as posé une question tout à l'heure, ce que ça demande, c'est de considérer déjà l'homme dans sa globalité. Tu vois, on n'est pas saucissonnable. Il n'y a pas, bon allez, j'ai posé mon costume, c'est plus le consultant, c'est que Jean-Jacques qui te parle, après c'est plus Jean-Jacques, c'est le consultant. Ça marche pas et ça empêche le process de vérité. Ok. Mais alors concrètement, si le fait de saucissonner, en effet, pose problème, et je l'entends bien, quelles ressources quelqu'un peut avoir pour permettre l'expression d'un problème ou d'un mal-être et en même temps agir, quoi? Oui. Là, tu vois, dans cet exemple-là, par exemple, la question, elle était chez le directeur général, qui lui n'était pas en mesure, en fait, il n'était pas tellement humiliant comme elle pouvait le dire, sauf qu'il n'était pas en mesure de recevoir ce qu'elle voulait lui dire. Tu vois, elle avait des choses fortes à lui dire de ce qui lui appartenait à elle. Et je me souviens, ça c'est une mission que j'ai eue il y a une quinzaine d'années, ça a été assez spectaculaire, hein, puisque j'ai fait quelques séances avec eux et ça a complètement résolu la situation. Il n'y avait plus de prud'homme, elle a continué à travailler. Parce que la plupart du temps, il y a des malentendus, tu vois. C'est-à-dire, si ce que moi j'ai de plus important à te dire, qui est très important pour moi, tu peux pas le recevoir, ben je me sens pas important à tes yeux, et donc je vais te faire porter la responsabilité de cela, en disant que tu es humiliant, que tu es insensible, que tu es je ne sais quoi, tu vois. Voilà. Et puis moins tu m'écoutes, plus je vais monter dans mes tours, et plus je vais me raconter cette histoire-là. Est-ce que ça veut dire que quelque chose qui doit être sous-traité, quasiment, et que seul un tiers peut jouer ce rôle-là de facilitation, en fait? Je pense quand vraiment c'est très lourd, oui. Bien sûr, il faut aider à pouvoir dire des choses. Puis ce qui est difficile, c'est que quand on n'a pas de tiers, en fait, on a un process de communication qui est installé. Presque, tu sais, les gens que tu connais bien, avec qui tu vas parler, tu sais presque comment tu vas démarrer, comment tu vas t'arrêter. Si tu prends les personnes avec qui tu t'accroches régulièrement, je suis sûr qu'on pourrait regarder tous les deux, je te demanderais les 3 dernières fois où tu t'es accroché avec une personne, je suis sûr qu'il y aurait le même process. Bien sûr, on a un schéma. Ouais. On a un schéma qu'on a intégré. Et ça veut dire que si on n'a pas une personne extérieure qui est là, en fait, tous les deux, on se remet dans le même process. Du coup, est-ce que cette personne extérieure, c'est forcément un consultant ou un coach, ou est-ce que c'est une ressource qui existe en entreprise? De plus en plus. Il y a des médiateurs, il y a des facilitateurs, il y a des coachs internes, et puis il y a des personnes dont c'est pas forcément le métier ou la responsabilité, mais qui savent animer les temps comme ça, tu vois. Effectivement, il faut une formation, il faut avoir des compétences, mais avant les compétences, c'est d'abord une posture. Tu vois, posture d'écoute, de non-jugement, de permettre à ce que les choses se disent. La plupart des problèmes relationnels viennent du fait qu'on porte un jugement sur l'autre parce qu'on se sent souvent pas entendu. Très souvent, on pense qu'on va résoudre la problématique de façon individuelle. Et en fait, ça, on se rend compte que ça ne marche pas. En fait, ce qui marche, c'est pouvoir aborder un sujet ensemble en équipe. Alors, il faut que ce soit sécurisé, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait de la protection, tu vois. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années d'intervenir avec des vigiles dans la salle, tu vois. Parce que les gens ne pouvaient pas se parler sans se taper dessus. Ils étaient armés et l'entreprise m'a dit, si déjà à la fin de la journée, ils arrivent à se parler sans se taper dessus physiquement, c'est gagné. Tu vois, tellement la violence est forte. Alors, bien heureusement, c'est très rare que j'ai une émission de ce type-là. Mais la plupart du temps, ce qui est résolutoire, c'est de se parler en équipe.
Alors, il y a quelques règles de fonctionnement, tu vois, où on parle en jeu, on dévalorise pas, c'est ma propre parole, je parle pas pour toi, je parle pour moi, de ce qui se passe pour moi. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on sort par le haut. En n'attaquant pas le sujet directement one-to-one, mais en intégrant tout un système, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et plutôt que de parler de la situation, c'est demander, et c'est ça pour moi, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est que la vérité. Pour moi, c'est ça. Le fait de travailler en vérité, c'est que chacun puisse parler de son expérience personnelle sur ce qui se passe. J'entends ce que tu dis sur libérer la parole et permettre à chacun d'exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est une certaine forme de vérité. Il y a une autre forme qui est la vérité objective, factuelle, des informations partagées, quoi. Mhm. Et la dissonance aussi entre un message corporate et la réalité. Et est-ce qu'on te demande d'intervenir aussi sur ce genre de sujet-là? Mais en fait, pour moi, c'est la même chose que la première partie, c'est-à-dire que la dissonance, en fait, elle crée des vrais problèmes d'incohérence. Tu vois? Et les personnes sont souvent très mal avec ça. Quand il y a une incohérence avec ce qui est dit, avec ce qui est fait. Il y a toujours un petit peu d'incohérence. Mais il y a des entreprises dans lesquelles c'est criant. Il y a un message qui sort à l'extérieur et ce qui est vécu à l'intérieur, c'est le contraire. C'est insupportable aujourd'hui. Pour beaucoup de jeunes générations, là où on pouvait peut-être accepter ça il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui c'est inacceptable. Les gens ne l'acceptent plus. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est pas quelque chose qui va s'aborder par le message corporate qui va être modifié, mais ça va venir d'en bas, enfin d'en bas, en tout cas des équipes qui vont tellement mal vivre cette dissonance que ça va forcer tout le système à changer, quoi. Oui, ce qu'on sait pas toujours par rapport à ça, tu vois, c'est quel est l'œuf ou la poule, tu vois. C'est la responsabilité de qui? Je vais donner un exemple. Avec une personne qui arrivait d'un secteur qui n'avait rien à voir avec le secteur dans lequel il allait. Tu vois, vraiment grand écart. Et donc il arrive dans ce secteur-là, directeur général, mais avec ses réflexes de l'autre monde, tu vois. J'accompagne et au bout de quelques séminaires, il y a tout le codir qui lui dit, écoute, la façon dont tu incarnes la direction générale, franchement, ça ne nous sert à rien. D'accord? Donc, soit tu changes, tu te transformes, tu nous écoutes, tu comprends la culture d'ici, soit franchement, il faut qu'on arrête l'histoire. Soit nous, on démissionne tous, soit toi, tu pars, mais c'est pas possible. Bon, il pensait pas mal faire, ce directeur général. Il pensait faire au mieux. Parce que pendant 25 ans, il avait bossé dans un autre monde. Et donc, il ramenait ses pratiques, il pensait être vraiment les bonnes pratiques dans ce monde-là. Or, dans ce monde-là, en fait, non, c'est pas des bonnes pratiques. Pour eux, c'est presque antinomique, tu vois. Et très souvent, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit, mais tu vois, ce moment-là, ça a été au moins un marqueur très fort pour moi, pour construire mon rôle de directeur général. J'ai compris là où j'étais attendu. J'ai compris qu'il fallait que je prenne de l'épaisseur, qu'il fallait que je comprenne mieux la culture d'entreprise, tu vois. Imagine que les membres du Codien ne disent rien, se taisent. Le changement est impossible. Bien sûr. La première étape, c'est de donner une chance aux gens de changer ou d'entendre, quoi. Et ça va être d'ailleurs la deuxième partie, mais avant ça, est-ce que tu as un ou des exemples à nous partager d'accompagnement que tu as trouvé intéressant? Moi, je travaille beaucoup sur la dynamique d'équipe. Donc, effectivement, j'accompagne beaucoup d'équipes qui parfois sont un peu en difficulté et j'utilise le sujet de la vérité pour les remettre en mouvement, tu vois. Dont l'équipe dont je t'ai parlé il y a 2 minutes. Pour moi, ça, c'est un accompagnement qui a été marquant. Qu'à un moment donné, les membres du CODIR puissent dire au directeur général, et notamment il y en a un, je m'en rappellerai toujours, il dit, en fait, je fais semblant que tu sers à quelque chose. Ah oui, les mots sont forts, hein. Et on se dit tous ça. Tu vois. Donc, soit je continue à faire semblant, soit je te dis les choses, tu vois. C'était assez fort. Ça, c'est un moment qui m'a marqué parce que c'est un moment donné qui a vraiment permis de passer à autre chose. Et lui me disant, mais tu te rends compte, c'est incroyable. C'est-à-dire que s'ils me disent ça, ça veut dire que vraiment ils me font confiance. S'ils sont capables de me dire ça. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que moi je peux entendre ça, que je vais pas les mettre dehors parce qu'il avait le pouvoir d'arrêter l'émission, il avait le pouvoir de, tu vois, faire ce qu'il veut. Il avait aussi le pouvoir de leur nuire. En fait, il a pas du tout fait ça. Cette absence d'expression vraie, plus que de vérité, on va dire. Oui. Elle nuit tellement au monde du travail, à l'entreprise, aux organisations. Enfin, on a tous 1000 exemples de situations complètement sclérosées, vérolées, juste pour des problèmes de non-expression, en fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir Oui. ce qu'un manager pense ou ce qu'un collaborateur pense. Mais qu'est-ce qui empêche au final aujourd'hui? Parce que tout le monde est relativement de bonne foi au final. Toujours. Ça, je le crois profondément. C'est que personne n'a une mauvaise foi. Tout le Voilà, monde fait au mieux.
on a un échantillon de collaborateurs et de managers et de patrons qui sont à peu près tous de bonne foi et qui veulent faire le mieux pour eux-mêmes et pour les autres, et qui pourtant ne vont pas réussir à exprimer en vérité ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui se joue derrière ça? Qu'est-ce qui nous bloque au final? Et ce qui nous bloque, c'est nos peurs, tu vois, qui sont conscientes ou inconscientes. Souvent, elles sont inconscientes, tu vois. La peur d'être ignoré, la peur, je sais pas, qu'on nous juge, qu'on soit dévalorisé, qu'on soit humilié, qu'on soit presque rejeté aussi, tu vois. Et souvent, ces peurs-là, si elles sont pas conscientisées, elles vont agir malgré nous. On va pas dire les choses. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais accompagné une entreprise avec qui j'avais beaucoup travaillé. Et à un moment donné, le DG m'appelle et il me dit, voilà, attends, il faut absolument qu'on se voit là, parce que ce matin, j'ai reçu la démission de mon meilleur directeur industriel. Je comprends pas. Il m'a donné cette mission. Il m'a dit, c'est pas la peine d'en parler. Je démissionne, etc. Brutal. Brutal. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, il comprend pas. On anime un temps, etc. Et il s'avère que ce directeur industriel allait se retrouver sous la responsabilité d'un autre gars. Et quand ce directeur industriel a perdu son père, il y a quelques années, en fait, ce gars lui a pas envoyé de message. C'est pas manifesté. Parce qu'il savait pas comment faire, il savait pas comment lui dire un petit mot gentil, ou etc. Et lui, ça lui a fait une blessure pas possible. Et il s'est dit, mais lui, c'est pas possible. C'est no way, tu vois. Et donc, quand on fait ce temps d'échange ensemble, bon, évidemment, on installe un climat de confiance, tu vois, on parle avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe, il nous dit ça, tu vois. Bon, c'est il y a 10 ans, il est encore dans l'entreprise aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. C'est à quel point il y a un iceberg, quoi. Enfin, à quel Oui, point une partie immergée qu'on ne peut pas voir, que seul de l'écoute permet d'identifier. Je veux dire, qui pouvait imaginer qu'en fait son futur manager a été un jour, en voulant bien faire, n'a pas osé envoyer un message parce qu'il voulait bien envoyer, il ne savait pas quoi écrire. Après, ça s'invente pas, quoi. mais non. C'est pour ça que le sujet de la vérité est un sujet si sensible sur lequel moi je travaille, tu vois. Parce qu'on n'a jamais idée de ce qui se passe pour la personne. On peut pas former des hypothèses. Ce qu'on peut juste faire, c'est installer un climat pour que les choses puissent se dire. De ce que je comprends, ça ressemble même plus à former des individus à être dans une posture plutôt que de créer des process de feedback et de je sais pas quoi. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'applis qui sont par ailleurs super, hein, mais de prise de température du moral des troupes, Mmh. de ci, de ça, avec tous les lundis matins, des choses un peu automatisées, super Mmh. sexy. Et je suis sûr que c'est pertinent. Mais au final, personne répond jamais à la vérité sur ces trucs-là, même si c'est très sexy et très bien fait. Ce que j'en comprends, c'est que c'est toujours un peu par peur, en fait, de quelque chose, quoi. Oui, c'est à la fois par peur et c'est à la fois, parfois il y a des réponses, on n'a pas la question. Il y a des questions, on n'a pas la réponse. Tu vois, tu me poses la question, tu m'envoies un questionnaire, j'en sais rien, c'est en discutant avec toi, c'est dans le lien avec toi, c'est dans le regard que tu poses sur moi, c'est dans, tu vois, l'énergie qui va circuler entre nous que la réponse va arriver. Ce que je dis en conférence parfois, c'est que on dit quelque chose à quelqu'un de fort, une vérité très forte, mais on ne sait pas pourquoi on le dit. Souvent, les gens me disent, ah oui, ça m'est arrivé. Enfin, ça, c'est un témoignage que j'ai très souvent en conférence. Et souvent, le lendemain, le jour d'après, en fait, tu découvres pourquoi tu l'as dit. C'est-à-dire qu'émotionnellement, tu sens des choses et tu découvres ce que ça apporte de l'avoir dit. Et tu le savais pas quand tu l'as dit. Et c'est un choix complètement irréfléchi, quoi. Oui, c'est ça. Et la vérité, c'est un peu ça. C'est une aventure dans laquelle on s'engage sans savoir exactement ce qui va émerger du fait de se dire la vérité. Le fait qu'on bosse de plus en plus en visio et à distance, tu penses aura un impact positif ou négatif? Ouais, je pense que ça a un impact de plutôt négatif sur cette question-là. C'est vrai que ça supprime les temps, informels d'échange, Ouais, à cœur ouvert, quoi. ouais, ouais. Oui, puis on partage pas le même espace, on partage pas le café du matin, on partage pas, même si on peut jouer à ça, on fait bon, on se fait un café chacun chez soi, mais c'est pas pareil. On s'était dit qu'on essaierait d'être fidèle aux auditeurs de ce podcast qui sont plutôt des particuliers ou des actifs plutôt que des entreprises, et d'essayer d'éplucher 2-3 cas de figure côté collaborateur. Parce que pour vous qui nous écoutez, quand j'ai appelé Jean-Jacques, pour moi, c'était surtout une envie un petit peu de poser sur la table un sujet qui me rend fou. C'est que je ne compte pas le nombre de personnes
qui viennent me voir en disant j'ai besoin que ça change dans ma vie ou que mon boss ou ma boss prenne conscience de ci et de ça. Et quand je leur demande, bah, tu lui en as parlé? À chaque fois, la réponse, c'est bah non, tu rigoles, je vais quand même pas lui en parler. Je vais me retrouver au placard, je vais me retrouver, il voudra jamais ou ça va trop m'exposer. Donc, en fait, ça me rend dingue de voir à quel point les premières personnes ne pratiquent pas la vérité en entreprise. Ce sont avant tout les collaborateurs bien plus que les managers, de mon point de vue, et ça ne regarde que moi. Et ça me rend complètement dingue. Parce que si on veut du changement, autant ne pas mentir à son boss. On finit par se mentir à soi-même en faisant ça, je trouve. En tout cas, voilà, ça c'était le point de départ, c'était mon petit coup de gueule. Mais pour redescendre un petit peu, on s'était dit qu'on prendrait un petit moment pour évoquer notamment des cas de figure comme j'ai un sujet personnel qui me pèse, je ne sais pas quoi faire de ça en tant que collaborateur, en tant que salarié ou bénévole. J'ai un sujet qui me pèse et je ne sais pas à qui en parler, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu en dis, toi, pour ce genre de cas de figure? Ben, moi, ce que j'en dis, c'est que l'entreprise aurait tout intérêt à créer des espaces, en tout cas à former des managers qui aient une posture qui peuvent accueillir ça, tu vois, de la part de ce collaborateur-là. Ça veut dire que le mieux pour ce collaborateur serait de pouvoir parler de sa difficulté personnelle à son manager. Voilà. Là où je mets beaucoup de réserves, en tout cas beaucoup de réflexion, c'est que certains managers vont pas être en mesure d'entendre ce que dit la personne. Ah, c'est important ce que tu dis, parce que moi, je pousse mon coup de gueule en disant, mais exprimons-nous. Tous les managers ne sont pas en mesure d'entendre ce qu'on peut exprimer, ce qu'on a besoin d'exprimer. Ah non, non, non. C'est un choix à faire avec chacun, mais je crois que la première étape, c'est quand même de discerner. Tu vois, de discerner si je vais poser ça auprès de mon manager, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut entendre? Est-ce qu'il peut pas entendre? Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé dans des entreprises, hein, des personnes qui disent, bah, nous, on a ouvert notre bouche une fois, on a été mis au placard, on peut rien dire, il n'entend rien. Ça arrive. Il y a des managers de ce type-là. Donc, si la personne va s'ouvrir à ce manager-là, il faut qu'il y aille aussi en conscience de ce qui va lui arriver derrière. Il y a un discernement à faire, oui, mais en même temps, le manager, lui aussi, a un iceberg. Oui. Et je veux dire, c'est comme un couple qui va pas très bien. Si on ne dit pas que ça va pas, ça finit par un divorce, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ça? Parce que tu peux pas savoir en amont si personne n'est équipé pour savoir si son manager est en mesure ou pas d'accueillir. Non, mais on peut déjà le vérifier. On peut déjà le vérifier si sur des petites choses on se sent entendu. Ok. Tu vois, on peut déjà vérifier si c'est risqué. On peut déjà vérifier, tu vois, voilà. Oui, tu as la jurisprudence aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avant, quoi. Voilà. Et puis il faut aussi discerner ce qui est de sa propre responsabilité et ce qui est de la responsabilité aussi de l'autre. C'est que parfois, comme tu l'as dit il y a 2 minutes, souvent les collaborateurs disent ah bah non, je vais rien dire, je dis rien alors qu'on a envie que ça change, tu vois. Donc souvent le collaborateur il a un bénéfice à ne rien dire. Ma question était surtout tournée dans le cadre d'un changement de vie, qui est le thème de ce podcast, de besoin de changer de boulot et autres. Donc un sujet perso, c'était pas forcément un bon exemple. Le truc typique, ça va plutôt être je sens que j'ai décidé de déménager, Oui. mais personne ne le sait dans ma boîte, ou j'ai décidé de me reconvertir, mais personne ne le sait, ou j'ai l'impression de sous-performer parce que je sais que je suis pas à la bonne place et personne ne le sait non plus, quoi, entre guillemets. Oui, oui. Tout le monde aurait à gagner, à la fois le collaborateur et à la fois l'entreprise, à ce que ça se dise. Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que je gagne à ne pas le dire. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, je crois que toute entreprise aurait intérêt à ce que ce genre de choses se disent. J'ai un projet de déménagement, dans 6 mois, je déménage. Avec ma famille, on part à tel endroit, donc je vais quitter l'entreprise. Tu vois, enfin, que ça puisse s'accompagner et que l'entreprise puisse accompagner ce changement-là. Et donc déjà penser à la suite. L'autre jour, j'ai fait un séminaire pour donner un exemple. Il y a une personne, tu as dit, il y a une personne qui n'est pas à son bon poste. Erreur de casting, quoi. C'est ça. Et donc, première journée, je fais un séminaire, je rencontre une équipe, et puis je parle de vérité, je parle un petit peu de tout ça, etc. Et puis j'ai, à la pause, une fille qui vient me voir et qui me dit, écoutez, j'ai un vrai sujet parce que j'ai ma voisine qui s'appelle un tel, régulièrement, elle me dit qu'elle veut faire autre chose que ce qu'elle fait, mais elle le dit pas, donc il se passe rien. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je donne pas de conseils. Je lui dis, ben, faites comme vous, je sais pas, faites comme vous le sentez, ça. On reprend à la pause, la fille dit ça. Elle dit, je suis mal à l'aise parce qu'un tel, alors la fille était verte, sa copine, tu vois. Ouais, Ah, mais c'est dégueulasse que tu te dises ça, etc. Mais en fait, c'est génial qu'elle ait dit ça. Parce que du coup, sa manager l'a entendu. Et donc, sa manager peut lui proposer quelque chose qui est beaucoup mieux pour elle. Et donc, le changement est possible. Voilà. Ah oui. Là, c'est juste la façon dont ça s'est fait qui a été un peu, tu vois.
Bon, alors j'entends que tu me proposes de discerner, c'est pertinent, et en fonction de ce qu'on ressent de son manager. Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Là, typiquement, c'est une collègue qui a mis la petite poussée dans le dos, la grosse poussée dans le dos pour faire le pas vers l'avant. Oui, Je pense vraiment qu'il y a un énorme enjeu, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Au final, dans les choix de vie, dans les reconversions et les évolutions professionnelles, il y a toujours que 2 sujets, hein. C'est les finances, est-ce que je vais pouvoir en vivre? oui. Et le deuxième sujet, c'est comment je sors du bois? Comment je fais pour mettre ça sur la table, quoi, et Hmm. accompagner? Donc je pense qu'on est en plein dedans. Est-ce que tu as autres choses à apporter là-dessus, pour des personnes qui nous écoutent et qui se sentent, en incapacité aujourd'hui, de partager en fait un projet ou une difficulté ou une envie? Oui. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Certains se font mal en se disant ouais, je suis pas au niveau, je suis nul, etc. En fait, je pense que c'est pas le bon réflexe parce que on est tous à même de se coincer dans une vérité, dans un mensonge. Je te le disais l'autre jour au téléphone, tu vois, coincer dans quelque chose. Je pense que la première étape, c'est ce qui peut aider, c'est de trouver un lieu, une personne de confiance à qui parler de ça, d'être entendu. Pour certains, ça va être un thérapeute, un coach. Pour d'autres, ça va être un ami de confiance. Ça va être quelqu'un, même dans l'entreprise. Parfois, il y a des sponsors dans l'entreprise qui sont là vraiment pour nous écouter, en qui on a une grande confiance. Le plus grand risque sur un sujet comme celui-ci, c'est l'isolement. OK. C'est de s'isoler. Il faut absolument sortir de l'isolement d'une façon ou d'une autre. Donc, oser parler de ce sujet-là à quelqu'un. Soit quelqu'un de très, très neutre, un thérapeute, un consultant, un coach, soit des personnes un peu moins neutres, mais en tout cas de sortir de cet isolement. Ça, c'est vraiment la première étape qui me paraît importante. C'est vraiment le sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est je veux quitter, la ville où je suis pour m'installer ailleurs. Il me manque plus que le boulot. Le truc typique qui va avec ça, c'est, ma boîte, ne peut pas ne voudra jamais soit me mettre en full télétravail, soit me mettre dans tel business unit qui est justement dans la ville où je veux aller. Il y a déjà de pas garder ça pour soi, j'entends. Il y a de discerner sur quel est le risque, qu'est-ce que je gagne à le communiquer, qu'est-ce que je risque, Est-ce que je risque à le communiquer? qu'est-ce que je gagne aussi à ne pas le faire ou à le faire, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réflexes avec l'expérience qui te viennent? Déjà, le premier réflexe, c'est que cette personne-là, en fait, une grande partie de ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a en tête. Elle n'en sait rien, tu vois. Elle n'en sait rien, qu'il va pas se passer autre chose en disant ce qu'elle a à dire. Bien sûr, c'est l'iceberg côté manager cette fois-ci. Ben oui, elle ne le sait pas. Donc déjà, savoir qu'est-ce que je me raconte dans ma tête et puis il y a ce qui va se passer sur le terrain, c'est autre chose. Une entreprise dans la Loire, comme ça, il y a une assistante à un moment donné, ils font des tissages. Il y a un moment donné, il y a une assistante ou une secrétaire, je sais plus ce qu'elle faisait, qui s'ouvre au directeur en disant voilà, moi j'ai un peu fait le tour de ce que je fais, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de porter un projet dans l'entreprise. Alors lui, c'est une entreprise très ouverte, très libérée, tu vois. Il dit OK. Ben, elle a complètement changé de job dans l'entreprise. Elle a fait ce à quoi elle aspirait. Mais si tu restes coincé sur un rôle, une fonction, je suis assistante, je suis secrétaire, je suis, je sais pas quoi, à la finance, etc. Ben, en fait, tu n'accèdes pas à ça. Tu te dis c'est pas possible. On ne sait pas ce qui va se passer en disant sa vérité. Être prêt à l'imprévu, être prêt à un imprévu nouveau qui n'a pas encore émergé. Et une présomption d'optimisme aussi, j'entends. Oui, Dire, ce sera a priori plutôt du bon puisque ça va vers du changement. ouais. De toute façon, quand on se pose ces questions-là, que ce soit des sujets psychosociaux, des sujets de lieu de vie ou des sujets de transition professionnelle, c'est toujours le même besoin de changement. Qu'il se fasse en douceur ou en difficulté, le changement est sans doute toujours vertueux dans ces cas-là. Oui. Ce qui est compliqué, c'est que quand on s'ouvre sur un désir de changement auprès de quelqu'un qui l'a aussi, mais qui n'a pas osé le faire. Pour ça, entre nous, quand on initie un changement, souvent, il y a toute une partie de l'environnement qui nous met une force à faire en sorte que nous ne changions pas. Parce que ça les renvoie, eux, à leur incapacité à changer. Très souvent. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est pour ça qu'on invite souvent à sélectionner un peu ces relations quelque temps, le temps d'être porté par les gens qui nous portent et non pas trop freiner. Oui, c'est ça. Et puis ça fait beaucoup de mal aux personnes en question. Ouais. Les personnes qui elles-mêmes sont en difficulté pour se questionner ou changer, les renvoyer devant leurs propres difficultés les fait souffrir inutilement et en plus empêche la personne qui voulait changer, ça lui met des bâtons dans les roues, quoi. Ouais. C'est bon pour personne.
Imagine quelqu'un qui a un sujet typiquement de transition pro, tu vois, genre je sens que j'ai besoin de changer de secteur d'activité, ce secteur n'est plus fait pour moi, donc c'est 100% sûr que je vais devoir quitter cette boîte. En revanche, je suis pas pressé et je performe pas trop mal, mais ça devient vraiment important pour moi. Ça va finir par devenir grave si je le fais pas, quoi. Je veux m'en ouvrir à mon boss et je discerne, ou ma boss, et je discerne qu'il ou elle n'est vraiment pas en mesure de m'entendre. Tu vois, notamment parce que, enfin bon, pour 36 000 raisons. Mais je sens très bien qu'il y aura aucun effet positif possible et que ça va mettre énormément à risque parce que d'autres sont déjà fait avant moi le truc et que ça n'a pas marché. Quelles ressources tu as quand tu es collaborateur aujourd'hui et que tu estimes que tu ne peux pas communiquer en vérité? C'est très compliqué. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est trouver des personnes. Déjà, c'est sortir de sa solitude et trouver des personnes à qui on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé, j'ai une expérience de ça, je l'ai vécu. Hein. Quand j'étais tout jeune, ma première boîte, où j'ai muté, du coup, moi, au tout début, j'ai fait de l'informatique pendant 2 ans, puis après, je suis passé sur le conseil. Je suis rentré dans un cabinet de conseil. Et quand j'ai eu mon premier job de consultant, j'étais trop content. Tu vois, pour moi, c'était un honneur. Pour moi, j'étais content. C'est bon, je vais vivre ma vie, etc. Je m'en suis ouvert à tout le monde. J'ai passé mes 2 mois, mais horribles. J'ai passé 2 mois, je n'imaginais pas ça. C'est-à-dire que j'arrivais au self, les gens me parlaient plus. Attends, pour bien comprendre, 2 mois avant de quitter ton job, Bah, il me restait ma période d'essai, ma période de, comment on dit, je sais plus comment on appelle. préavis de départ, quoi. Voilà, prévu de départ, merci. Donc, il me restait 2 mois à faire. Moi, dès que j'ai trouvé une entreprise, j'en parle à mon voisin de bureau, j'en parle à mes amis, tu vois, mes potes de l'époque. J'en parle à mon manager. En me disant, bah, ils vont être juste contents pour moi, tu vois. Ils vont m'accompagner. Et bah, du jour au lendemain, en fait, les gens ne me parlaient plus. À la machine à café, j'avais plus contact avec personne. J'arrivais au self, je voyais bien, ils tournaient la tête, ils mangeaient pas avec moi. C'est devenu le transfuge de la boîte, quoi. Voilà. Voilà. Mais alors, j'étais très jeune et j'avais pas du tout mesuré que mon chemin pouvait nuire, tu vois. Donc, ce que j'en retiens, c'est que ce que tu disais sur le discernement, c'est aussi ne pas être naïf C'est ça. sur les conséquences de ce qu'on va partager, quoi. Absolument. Ouais. Donc, en fait, en conclusion de tout ça, il faut quand même s'armer d'un peu alors pas de courage, mais je dirais de s'armer tout court quand on Mmh. sort du bois, notamment parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver en face. Mmh. Comme tu disais, il faut être prêt à tout, quitte à être un peu chamboulé, quoi, même beaucoup chamboulé, au final. Mais moi, souvent, ce que je le dis, hein, c'est que le fait de parler en vérité, d'être en vérité, ça demande du courage et de la détermination. En fait, si j'ai une vérité à te dire à toi, parce qu'on se connaît bien, on est proches depuis quelques années, si je te dis une vérité, forcément, je vais avoir des trémolos dans la voix, je vais avoir le cœur qui bat, je vais avoir des manifestations. Tu vois, si j'ai pas ça, ça veut dire que ce que je te dis, c'est pas une vérité qui a un fort enjeu. C'est Lowen, hein, qui disait, un psychiatre, qui disait un corps vivant est un corps vibrant. Et donc, quand je suis en contact vraiment avec une vérité importante que j'ai à dire à l'autre, forcément, mon corps, il y a des manifestations. Il s'agit pas de les cacher. Je trouve que c'est aussi un frein. C'est-à-dire que se dire, attends, mais je sais qu'à chaque fois que je vais aborder le sujet, je me mets à pleurer. Ou je transpire tellement, ou je tremble de partout, donc je peux pas l'aborder. Je veux dire, ça me met dans un état qui fait que je ne peux pas présenter mon projet comme ça. Et toi, tu nous invites à accepter ça. C'est Mais parce que les émotions, c'est la vie. On pleure tous, on se met tous en colère, on a tous peur, on a tous, tu vois. Et on le sait bien que si on étouffe complètement des émotions, on va avoir des manifestations psychosomatiques, voire des maladies, voire des maux de dos, etc. de toute façon, pour les cas de figure qu'on a décrits là, ça ne va en rien supprimer l'intention, elle va revenir de plus en plus fort, Mais oui, jusqu'à la rupture. mais oui. Une fois qu'on a touché l'aspiration à la vie, l'aspiration au changement, en fait, on peut pas revenir en arrière. Ou alors on se fait beaucoup de mal. Par rapport à ce que tu disais sur le courage que ça demande et la détermination, moi, ça me renvoie à quelque chose que j'observe, c'est que les personnes qui un jour goûtent à cette intensité de vie, notamment professionnelle, qui disent ouais, j'aspire à ça parce que j'en ressens l'envie là, j'en sens le goût et je vois une piste qui pourrait m'amener à ça. J'ai l'impression que systématiquement il y a une sorte de troc qui se fait là. C'est pas complètement gratos, quoi. J'ai l'impression qu'on va troquer du confort toujours contre de l'intensité, mais il y a une transaction, quoi. C'est-à-dire que être malheureux au boulot
et que ça tourne bien, c'est très inconfortable à très long terme, et ça, c'est clair que c'est dur à vivre. Mais on réussit toujours c'est paradoxal, on réussit quand même toujours à performer malgré tout dans un certain confort, quoi, même si on n'endort pas de la nuit. Oui. Et je trouve que ces choix de vie qu'on vient de décrire là sont vraiment une forme d'échange, quoi. D'échanger une façade confortable contre une intensité inconfortable. Oui. En tout cas dans les débuts. Oui. C'est ce que j'observe un peu, quoi. Il y a aucune transition professionnelle qui se fait dans la simplicité et dans l'immédiateté. Non. À partir du moment où on est vraiment vivant, où on est vraiment en mouvement, vraiment en changement, forcément, on est confronté à tous ces mouvements de vie. Toutes ces émotions, ces sensations, c'est ce qui nous rend aussi vivants. Le risque, c'est le trop grand confort. Tu m'avais demandé à la fin de notre entretien d'avoir quelques questions. Oui. Voilà, j'en avais une. Moi, je vous invite à vous poser la question, quand est-ce que je me suis senti la dernière fois vraiment vivant dans l'entreprise ? Vivant, comme vraiment à ma place, dans mon plein potentiel, c'est ça en fait, je veux dire. Quand est-ce que je me suis senti vraiment vivant ? Il y a des équipes, il y a des personnes, quand je leur pose la question, ça remonte à il y a très longtemps, ils ne savent pas répondre. Et puis d'autres, ils me disent, bah oui, si, cette semaine, on a eu un grand moment, la semaine dernière, voilà. Donc ça, c'est une question intéressante, tu vois, de se dire. Parce que parfois, je rencontre des équipes, elles ont du résultat, comme tu dis, elles performent, mais elles sont inertes, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'énergie, ils font leur job, quoi. C'est une question qui est rude, même si elle est toute simple. Ouais. Pour terminer chaque épisode, moi j'invite notre invité à poser un défi pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, qui souhaitent agir, faire un petit pas sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire je porte un projet ou un sujet qui est trop encombrant pour ne pas être partagé, je dois le partager, c'est important, mais je ne réussis pas. Quel défi tu veux donner à nos auditeurs qui sont dans ce cas de figure et qui sentent bien que l'action est nécessaire, mais qui pour l'instant sont dans une forme d'inaction, on va dire? Le défi, il est très simple, c'est de trouver 3 personnes de confiance à qui parler de ce projet-là. Tu vois, en tout cas, peut-être ça a déjà été fait par les auditeurs, mais des personnes qui sont dans l'écoute, qui sont dans la bienveillance, qui vont peut-être renvoyer aussi leur propre point de vue sur le projet, mais en tout cas, d'oser prendre 3 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure et demie avec une personne pour présenter le projet-là. En tout cas, sortir de sa solitude et puis d'entendre ce que ça fait. L'intérêt est moins ce que va nous dire la personne, vous voyez, plutôt qu'est-ce que ça me fait à moi en interne d'avoir présenté le projet. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est une première étape de mise en mouvement, finalement. Cet élan de vie que vous ressentez en vous, en parler à 3 personnes bienveillantes, du coup, et qui renverront pas leur propre frustration dans la tronche, quoi. Non. Que ça. Non, faut les choisir, il faut des gens bienveillants qui peuvent entendre ça. Oui. Et juste de leur demander, tout simplement avec une question ouverte, qu'est-ce que ça suscite chez toi? C'est tout. Qu'est-ce que ça suscite? Qu'est-ce que ça éveille chez toi, ce que je viens de te partager? Ok, bah ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir pris cette heure avec moi. Merci à toi. Plein de succès pour accompagner les entreprises et les organisations vers plus de vérité. Merci.